Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série d'arithmétique pour parler des entiers premiers entre eux. On commence avec la définition. On peut dire A et B sont premiers entre eux, A est premier avec B, B est premier avec A. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend tous leurs diviseurs communs, c'est-à-dire tous les entiers qui divisent A et B, et on se rend compte qu'il n'y a que -1 et 1. Donc, avec les notations de la série, l'ensemble des diviseurs de A inter l'ensemble des diviseurs de B, donc l'ensemble des entiers qui divisent et A et B, est égal à -1, 1. Et c'est strictement équivalent, encore une fois, de dire que le PGCD de A et B est 1. En effet, si on prend le max de cet ensemble, on trouve 1. Et si on suppose que le PGCD de A, B est 1, et qu'on construit l'ensemble des diviseurs de A et des diviseurs de B, il est forcément majoré par 1. Donc, il ne peut pas y avoir d'entier supérieur à 1 qui divise A et B. Et donc, comme on sait que K divise A si et seulement si moins K divise A, eh bien, il est bien réduit à -1, 1. Ici, des exemples d'entiers premiers entre eux, 4 et 9. Si on fait la liste des diviseurs positifs de 4, on trouve 1, 2, 4. Pour 9, on trouve 1, 3, 9. Et donc, il n'y a bien que 1 qui est en commun. Par contre, 6 et 8, il y a 2 qui est un diviseur commun. Donc, ils ne sont pas premiers entre eux. Maintenant, une proposition importante pour voir comment se débrouiller avec la définition de premiers entre eux. Comment on va se débrouiller pour montrer que deux entiers sont premiers entre eux, avec l'exemple des entiers, en gros, A sur D et B sur D, lorsque D est égal au PGCD de AB. Ici, je les ai notés A', donc A sur D égale A', l'entier tel que D fois A' égale A, et D fois B' égale B, et on va montrer que ces deux-là, ils sont premiers entre eux. Alors l'interprétation de ça, c'est que quand on divise A par D, donc A sur D, quand on divise B sur D, eh bien on trouve deux entiers, et en gros, on ne peut pas plus diviser que ça. Parce que si on pouvait plus diviser que ça, eh bien, il y aurait un plus grand diviseur commun, il y aurait un diviseur commun plus grand que le PCD, quoi. On pourrait encore diviser les deux par un autre diviseur commun. Donc en ce sens-là, on peut les diviser au maximum. Peut-être un exemple pour essayer de voir ça. Imaginons qu'on prenne 18 et 12. Leur PGCD de 18, 12, ça va être 6. Et si on regarde l'entier tel que 6 fois, donc 3 égale 18 et 6 fois 2 égale 12, mais on se rend compte que 2 et 3 sont bien premiers entre eux. Maintenant, donc on va essayer de prouver ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va en gros montrer l'inclusion diviseur de A' interdiviseur de B' égale à -1. Pourquoi je dis inclusion? C'est parce qu'en fait, il n'y a que cette inclusion qui suffit. Parce qu'on sait que -1 est inclus dans n'importe quel ensemble de diviseurs. En effet, -1 et 1 divisent tous les entiers. Donc, quand on prend des intersections, ils divisent n'importe quelle intersection de cet ensemble-là. En effet, si on prend par exemple l'entier A égale 1 fois A, et l'entier A égale -1 fois -A, donc il divise bien tous les entiers. Donc on va continuer, et donc j'ai dit, maintenant on passe à la démonstration. On va vouloir montrer qu'en gros, donc une méthode pour montrer que deux entiers sont premiers entre eux, ça va être montrer que diviseur de A' interdiviseur de B', c'est inclus dans -1. Donc on va prenons C dans cet ensemble-là, soit C qui divise A' et C qui divise B'. Et donc on veut montrer qu'il est égal à -1 ou à 1. Donc si on multiplie, donc ce qu'on va vouloir utiliser là, c'est en gros la maximalité du PJCD, et montrer qu'il y a un truc plus grand que D qui diviserait A et B.
Et en effet, si on écrit, si on prend l'entier C fois D, et ben on peut obtenir facilement qu'il divise A' fois D. Et pareil, si on fait C fois D, il divise assez facilement B' fois D. Ça, c'est assez rapide, hein. Si on écrit, par exemple, si on écrit A' égale K fois C, alors A' fois D égale K fois D fois C. Et donc on obtient que DC divise A' fois D'. On peut multiplier sans aucun problème une relation de divisibilité. On peut diviser des deux côtés par un même terme. Sauf que ce terme-là, A' fois D, on l'a choisi tel qu'il est égal à A. Et pareil, B' fois D, tel qu'il est égal à B. Donc on a CD qui divise A et CD qui divise B. Donc c'est un diviseur commun à A et B. Et on a une hypothèse sur les diviseurs communs à A et B, c'est qu'on connaît leur PGCD qui est D. Donc on a, par la caractérisation du PGCD, comme c'est le plus grand diviseur commun, tous les diviseurs communs le divisent. Donc on a CD qui divise D. Et là on commence à se rendre compte assez facilement de ce qui va arriver. CD qui divise D, ça va être assez dur, à part si C vaut 1, quoi, ou moins 1. Parce que 2D qui divise D, non, c'est pas possible. 3D qui divise D, c'est pas possible. Donc on va juste prendre en gros l'inverse. Enfin, on sait qu'on a aussi D qui divise CD par définition, puisque c'est un truc fois D. C'est C fois D. Donc par définition, D divise CD. Donc quand on a divisibilité dans les deux sens, c'est que ils sont égaux au signe près. Donc CD égale plus ou moins D. Et donc, on peut diviser par D le PGCD qui est non nul, qui est toujours supérieur ou égal à 1. Donc, c'est égal plus ou moins 1. Et donc, on a bien achevé la preuve, puisqu'on a montré que un diviseur commun à A' et B', eh bien, il est égal à plus ou moins 1. Donc, on a bien montré cette inclusion-là. C'est parfait. Maintenant, un théorème super important pour caractériser l'hypothèse de premier entre eux. Au lieu d'avoir cette hypothèse ensembliste, maintenant on a une hypothèse un peu plus algébrique avec une relation AU plus BV égale 1. Donc, ça rappelle la relation de Bézout du dernier épisode où si D est le PGCD de A et B, alors AU plus BV égale D, on peut se dire c'est la même chose. Sauf que la relation de Bézout du premier épisode, elle ne donnait qu'un sens. C'est-à-dire que dans le précédent épisode, on va l'écrire là, si D était égal à PGCD de AB, alors on avait existence de UV tel que AU plus BV égale D. Seulement, ça ne marche pas dans l'autre sens en général, parce que imaginons que l'on ait, oui, deux entiers x et y, tels que ax plus by égale d. Voilà. Est-ce que pour autant d est le PGCD de a et b? On ne sait pas. Et pour dire vrai, cela ne peut ne pas être le cas, oui. Parce que imaginons qu'on prenne une relation de Bézout entre A et B, AU plus BV égale PGCD de AB. On peut très bien avoir A fois 2U plus B fois 2V égale 2 fois PGCD de AB. Et donc, on n'a qu'à prendre dans la relation précédente x égale 2u, y égale 2v et d égale 2 fois PGCD de AB. En gros, on peut multiplier toute relation de Bézout par 2 et dire « Ah, j'ai trouvé x et y tel que ax plus by égale d ». Et ben non, d peut ne pas être PGCD de AB. Il peut être par exemple 2 fois PGCD de AB. Donc, la réciproque ne marche pas. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la réciproque marche. Si on trouve u et v tel que AU plus BV égale 1, alors, notamment, A et B sont premiers entre eux. Donc le sens direct, on l'a dit, c'est simple, c'est la relation de Bézout dès que PGCD de AB égale 1, il existe existence de U et V, ça on a fait à l'épisode précédent.
avec l'algorithme d'Euclide et tout ça, tel que AU plus BV égale, donc là, égale PECD de AB égale 1. Donc ça, c'est le sens direct. Maintenant, on va essayer de montrer le sens réciproque. Supposons que AU plus BV égale 1. Montrons qu'ils sont premiers entre eux. Donc là, même méthode, on va prendre C qui est dans diviseur de A interdiviseur de B, et on va montrer qu'il est égal à plus ou moins 1. Donc on prend C qui divise A, C qui divise B, et on va montrer qu'il est égal à plus ou moins 1. D'après l'épisode précédent, on sait qu'il divise toute combinaison linéaire de A et B, donc notamment C divise AU plus BV, qui est égal lui-même à 1, donc C divise 1. Et on a déjà dit que les diviseurs de 1, c'était soit plus ou moins 1 dans le premier épisode, donc on s'en tire assez facilement avec C égale plus ou moins, et C égale 1, ou C égale moins 1. Donc on a bien réussi à montrer le théorème de Bézout. Maintenant on va passer à un théorème super important. Dès qu'il y a l'hypothèse première entre eux, en gros, soit on fait AU plus BV égale 1 et on essaie de faire des calculs, soit on utilise le lemme de Gauss et on essaie de montrer des choses en rapport avec une divisibilité. Hop là. On va essayer de montrer ce lemme de Gauss. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce lemme de Gauss? C'est si A et B sont premiers entre eux, et qu'on a C, un entier tel que A divise B fois C, alors A divise C. Donc à première vue, hein, très abstrait, on ne sait pas où mettre le A, le B, le C, il y a une divisibilité, bon, on ne sait pas trop dans quel sens on prend ce théorème, quoi. Mais on peut voir ça assez bien avec des exemples. On a 3 qui divise 42. J'aime bien prendre ces notations fractionnaires, hein, même si on n'est pas du tout dans les entiers... dans Q, dans les antirationnels. J'aime bien utiliser cette écriture fractionnaire pour montrer la relation de divisibilité. Donc oui, c'est égal à un entier, c'est égal à 14. Et donc si on écrit par exemple 42 égale 7 fois 6, et qu'on veut le diviser par 3, on sait que c'est un entier. Hein. Eh bien, on voit bien que ça coince avec 7, parce que 7 ne divise pas 3. En effet, il y a même mieux, 3 et 7 ne sont pas premiers entre eux. Donc le seul moyen pour faire de 14 un entier, pour faire de 42 sur 3 un entier, bah, c'est que 3, il divise l'autre partie de la multiplication, il divise 6. Et en effet, c'est le cas, 3 divise 6. Donc on a en gros, il divise pas ça, forcément il doit diviser ça. Donc là, on a une première partie du lemme de Gauss qui un peu s'explique, où en gros, 3 jouerait le rôle de A. A divise un certain produit B fois C, voilà. Et on a 3 qui ne divise pas le B en question. Donc si 3 ne divise pas B, il est obligé de diviser C, quoi. S'il divise B fois C et qu'il ne divise pas B, il est obligé de diviser C. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Là, ce que je viens de dire, c'est 3 ne divise pas B. Sauf qu'on a une meilleure hypothèse que ne pas diviser B. Dans l'hypothèse, on a que, notamment, A être premier avec B. Parce que là, j'ai un contre-exemple. Vous prenez, par exemple, 10 et 15. Avec le cas de 60 sur 10. 60 sur 10 qui est un entier qui est 6. Et j'ai décomposé 60 en 4 fois 15. Vous prenez l'exemple de 15 et 10. Est-ce que 10 divise 15? Non. Donc on se dit, tiens, pour que 10 divise 60, et si 10 ne divise pas 15, il doit forcément diviser l'autre côté de la multiplication. Donc diviser 4, ce qui n'est pas le cas, parce que 10 ne divise pas 4. Donc c'est pour ça que l'hypothèse premier entre eux, elle est fondamentale. C'est pas juste ne pas diviser l'autre, ça divise l'un. Non, il faut vraiment que ce soit premier entre eux, alors ça divise l'autre. Donc en gros, c'est ça que ça résume le lemme de Gauss. J'ai aussi par exemple l'exemple avec 36. 36 sur 6. 36 sur 6, il y a 9 fois 4 sur 6. Voilà.
Là, par contre, on a, oui, c'est ça. On a 6 qui ne divise pas 9. Pourtant, est-ce que 6 divise 4? Non. 6 qui ne divise pas 4, est-ce que pourtant 6 divise 9? Ça marche pas. Il faut vraiment des premiers entre eux pour que ça marche. Et c'est donc ce que dit ce lemme de Gauss, c'est en gros, quand j'ai un truc qui divise un produit, quelle est la condition pour que ça divise un terme du produit? Eh bien, la condition, c'est qu'ils soient premiers entre eux, et bien alors ça va diviser l'autre terme du produit. En fait, il y avait un sens qui était très clair, c'était passer de diviser quelque chose à diviser un produit. En fait, si A divise C, alors A divise B fois C. Ça, c'est assez simple à voir, parce que si C égale K fois A, alors BC égale B fois K fois A, donc A divise B fois C. Ça, c'est assez simple de passer de diviser par un truc à diviser par... On multiplie le truc divisé par n'importe quoi, ça marche. Par contre, revenir en arrière, c'est dur. Quand on divise un produit, comment revenir en arrière et savoir si l'on divise un des termes du produit? Ben, c'est avec le lemme de Gauss. Et l'hypothèse, c'est d'être premier entre eux. C'est pour ça que c'est vraiment fondamental, cette notion de premier entre eux. Donc, on va essayer de prouver ça et on va direct utiliser la caractérisation avec Bézout qu'on a vu juste avant. Donc, on va prendre U et V dans des entiers, donc tels que AU plus BV égale 1. Et maintenant, bon, on a aussi l'hypothèse que A divise B fois C. Et là, on se dit, ah, c'est pas évident à utiliser tout ça. Alors, je vais vous donner le truc. En gros, on va multiplier cette relation par C. Comme ça, on a AUC plus BCV égale C. Et là, ça paraît plus clair tout de suite parce que on sait que A divise AUC. Bah oui, ça s'écrit comme A fois quelque chose, A fois UC en l'occurrence. On sait que A divise BC, par hypothèse. Si on prend un C dans Z tel que A divise BC, c'est notre hypothèse. On a pris C dans Z tel que A divise B fois C. En fait, à un moment, il fallait bien faire intervenir le C pour montrer que A divise C. Donc on a A qui divise ça, A qui divise ça. Et on a dit que A divise toute combinaison linéaire de trucs, donc ils divisent notamment leur somme. Ils divisent BC, ils divisent BCV, ils divisent ça plus un autre diviseur. Et donc ils divisent leur combinaison linéaire, donc ils divisent tout ça. Donc ils divisent C, qui est juste ici, ce qui conclut la preuve. En gros, en vif, c'est A divise AUC, A divise BC, mais on peut dire BCV. Donc A divise AUC plus BCV, A divise C. Voilà, c'est parfait. On a montré notre lemme de Gauss. On aurait pu faire aussi avec des cas. Hein. On dit BC égale K fois A, tout ça. On aurait retourné Bézout dans tous les sens et on aurait trouvé la même chose à la fin avec C égale un K' fois A avec K' exprimé en fonction de plein de trucs. Justement, c'est ce qu'on va faire ici. Avec cette proposition, si A et B sont premiers entre eux et que A et C sont premiers entre eux, alors A et B fois C sont premiers entre eux. Ça, c'est un truc intéressant. En gros, si on est premier entre eux avec quelqu'un et quelqu'un, on est premier entre eux avec son produit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est retourner Bézout dans tous les sens, comme j'ai dit précédemment. Donc on a AU plus BV égale 1, par la première hypothèse. On a AU' plus, cette fois-ci, CV' égale 1. Et on doit trouver une relation, on doit trouver en gros un AX plus BC fois Y, voilà, AX plus BC fois Y égale 1. Alors, à partir de ces deux équations, on trouve du 1, il n'y a pas 36 000 choses à faire. Différence, ça donne 0, somme, ça donne 2. Division, on n'a pas le droit en arithmétique, bah, on va faire le produit, et il y aura un truc égal à 1. Il y a A plus BV fois A' plus CV' égale 1. On va développer tout ça gentiment. A carré UU' plus BVAU' plus AU
CV' plus BVCV' qui est égal à 1. Et on va essayer de retrouver la relation de Bézout entre A et B fois C. Ici, on a du A, on a du A, on a du A, et ici, on a du B fois C. Donc c'est parfait, on va regrouper tous les A. A, U, U' plus B, V, U' plus U, C, V' plus B, C fois V, V' égale 1. On a bien trouvé notre relation de Bézout avec Y égale V, V' et X égale tout ce truc-là. Cherchez pas à comprendre. Moi, au début, j'avais pas très bien compris. Genre, il y avait du A carré. Je me disais, ah, il y a du A carré, c'est pas bon, tout ça. Et en fait, on s'en fout, hein. Dans les coefficients de Bézout, entre A et BC, il y a du B dedans, il y a du A ici, il y a du C ici. En vrai, on en a pas grand-chose à faire. Tant qu'on trouve un truc tel que A plus le truc plus BC fois un truc égale 1, on est bon. Et donc ça, par Bézout, on utilise Bézout dans les deux sens, hein. Donc A et BC sont premiers entre eux. On l'a utilisé dans un premier sens pour traduire premier entre eux en ça. Et ensuite, on a utilisé la réciproque, c'est-à-dire on a trouvé une relation entre A et BC telle que c'est égal à 1. Donc on utilise Bézout dans l'autre sens qui nous dit que c'est équivalent à premier entre eux. Maintenant, un corollaire assez rapide, hein, c'est si c'est premier avec n entier, alors c'est premier avec le produit de ces n entiers. Alors c'est une récurrence assez rapide, on va faire l'hérédité, sachant que l'initialisation est assez simple, hein. Si il est premier avec A1 pour n égale 1, bah, il est premier avec A1 enfin A1. Donc ça c'est assez simple. On a même le cas n égale 2, hein, au cas où on serait pas... Bah, c'est d'ailleurs ce qu'on va utiliser dans l'hérédité, le cas n égale 2. Donc, hérédité, supposons plutôt soit n dans n tel que, on va l'appeler ça hn, voilà, hn est vrai. Montrons que hn plus 1 est vrai. Voilà, j'ai écrit la supposition pour hn plus 1. On va prendre A, donc A1 jusqu'à n plus 1, tel que A est premier avec A1 jusqu'à n plus 1. On veut montrer que A est premier avec A1 fois A2 fois A3 jusqu'à fois AN plus 1. Donc on utilise l'hypothèse de récurrence en s'arrêtant jusqu'à AN. Voilà, on sait que A et A1 fois AN sont premiers entre eux. Et ensuite, on va utiliser le cas taille 2, hein. On sait aussi que A et AN plus 1 sont premiers entre eux. Et ensuite, application du cas taille 2 avec B égale A1 fois jusqu'à AN et AN plus 1 égale C. Alors, on a la conclusion que A et B fois C sont premiers entre eux. Donc, A et A1 fois AN plus 1 sont premiers entre eux. C'est ce qu'on voulait montrer. Donc, c'est bon. Et pareil, un truc pas bien compliqué, c'est le lemme de Gauss généralisé, c'est-à-dire que si A est premier avec A1, A2 jusqu'à AN, et que A divise A1 fois A2 jusqu'à AN fois C, eh bien, A ne peut pas diviser A1, A ne peut pas diviser A2 parce qu'ils sont premiers entre eux, ne peut pas diviser AN, bah, il divisera forcément ce C qui est juste là. Et ça se montre, même pas par récurrence, c'est assez simple. C'est en gros, on utilise le lemme précédent, si on peut dire que c'est un lemme. C'est-à-dire que si A est premier jusqu'à A1, AE, AN, il est premier avec leur produit. Donc, il est premier avec tout ça. Et on a juste à considérer le lemme de Gauss en taille 2, en prenant A1 fois A2 fois AN égale B. Et juste à appliquer ce lemme de Gauss là, et on a le résultat. Voilà.
C'est parfait pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé.